Une nouvelle ère s'ouvre sur Espace TV Europe. Préparez-vous à réveiller vos matins avec énergie, bonne humeur et authenticité. Aïssa Thiam, l'animatrice de renom, rejoint la grande famille Espace TV Europe. Retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle. Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous. Ça y est, il est 10h. J'espère que vous avez passé un agréable week-end de retour pour une nouvelle aventure, semaine avec de nombreux invités. Nous allons voyager à travers les imaginaires, à travers la réalité avec nos invités qui vont venir nous parler de leur parcours, de leurs ambitions, de leurs actualités. Espace TV Europe, vous le savez, le nouveau lien de la diaspora, désormais disponible chez Free sur le canal 440, Orange 589, Bouygues 722. Vous êtes également nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux via les rediffusions de l'émission et sur la chaîne YouTube d'Espace TV Europe et sur les réseaux de Calac TV. Merci de nous suivre également nombreux du côté du continent africain et notamment en Guinée. On vous salue et on vous souhaite un excellent début de semaine que nous allons commencer ensemble avec nos premiers invités. De la musique tout à l'heure avec un artiste de reggae engagé. Nous serons avec Daddy Maki qui va nous présenter son dernier opus de 5 titres et il nous plonge en profondeur dans l'histoire et l'âme africaine à travers cet album engagé de ce fait passeur d'histoire, passeur de mémoire. Nous en saurons un petit peu plus sur son actualité tout à l'heure puisqu'il est de passage à Paris. Nous accueillerons une autrice qui en est à sa 3e publication et qui va nous parler justement de celle-ci parue en novembre dernier. Elle va nous parler de réussir son immigration. Il s'agit d'un manuel qui ne pousse pas à l'immigration clandestine, mais qui a réussi à compiler un petit peu des histoires de parcours de personnes qui ont décidé de tenter l'aventure. C'est un guide également avec de nombreux conseils. Nous la recevrons tout à l'heure. Avant cela, nous allons parler film et d'un court-métrage touchant, bouleversant sur une réalité que l'on ne veut pas voir, mais qui existe. Nous en parlerons avec son réalisateur, Galim Bruno Henry, déjà installé sur le studio d'Espace TV Europe pour nous parler de Sans banc fixe. C'est un court-métrage de 22 minutes qui met en lumière 3 vies tragiques, dont celle du Malien Habib Dembélé. Nous en parlons avec lui dans quelques minutes sur Espace TV Europe. Les matins d'Aïssa sur Espace. On a été un peu surpris, mais ça y est, on y est avec le sourire et jusqu'à midi, jusqu'à 10h en temps universel. Alors nous accueillons sur le plateau d'Espace TV avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur Galiam Bruno Henry. Il est réalisateur, il est venu nous parler de son actualité à travers Sans banc fixe. C'est un court-métrage de 22 minutes qui a été produit par la Brique Film, écrit par Marilyn Mailleux, qui met en lumière 3 histoires touchantes, bouleversantes. Il va nous en parler. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'Espace TV Europe, Galiam Bruno Henry. Vous allez bien ? Merci en tout cas de me recevoir, Aïssa. Je suis très content et merci Maury Touré. Pour la mise en contact. Et j'en profite pour le saluer. Alors, il s'agit de 3 protagonistes et pas des moindres, Julien Georgeur, José da Silva et Habib Dembélé, bien connus du public africain. Alors, l'histoire de Rodi, Doug et Fred, donc, ils sont SDF et ne se connaissent pas au début de l'histoire. Ils se disputent un banc. Et un jour, l'un d'eux, Fred, trouve un téléphone portable. Un téléphone qui a été perdu durant une manifestation en politique. Et c'est grâce à cet outil, en fait, qui est devenu aujourd'hui indispensable au commun des mortels, on va dire, qui fait partie de nos quotidiens, qui s'est ancré dans nos quotidiens, qui va les relier, faire en sorte donc qu'ils se racontent et les unir. Donc, ils veulent appeler, mais qui? Ils vivent à la rue, reclus, ils n'ont plus de contact, car oubliés et rejetés par la société et leurs proches et leur vie passée. Et ils regardent les noms comme ça, dans le répertoire, et ils décident chacun d'appeler une personne. C'est le synopsis de ce film. Vous confirmez ? Oui, tout à fait. Oui. Synopsis très très complet. Parce que moi, c'était beaucoup... c'était plus... mais c'est génial, mais c'est ça.
Tout à fait. J'ai plus rien à dire. Alors, une avant-première, notamment au cinéma Le Balzac, le 15 mars dernier. C'est ça. Alors, quelles ont été les réactions des personnes qui sont venues découvrir le film? Alors, les réactions étaient très belles, dithyrambiques. Il y avait Eusanne Palsy qui était là. Et Eusanne, elle a pris le micro, elle m'a dit, Bruno, j'ai pleuré. Rue Cazenègre, entre autres. Et elle m'a dit, Bruno, j'ai pleuré, j'ai adoré ton film, il est très touchant. Elle m'a dit, il mérite que ce film voyage dans les festivals, qu'il soit vu. Et puis, il y a d'autres personnes, comme Miguel, voilà, va se reconnaître. Ça va revenir. Ça va revenir. Et qui m'a dit que le film lui a donné envie de retourner s'asseoir sur un banc. Et puis une autre personne m'a dit aussi que il regarderait plus les SDF de la même façon. C'était l'objectif, entre autres, de faire en sorte de mettre en lumière ces personnes qui sont marginalisées, qui ont eu pourtant des vies. On va y revenir dans un instant. Mais c'est vrai que dans les grandes villes, on passe à côté de ces personnes sans les regarder. On les méprise, on les juge. Et c'est ça, en fait, ces clichés, ces stéréotypes que vous avez voulu effacer, ou en tout cas essayer de montrer aux personnes que vous passez près d'eux tous les jours, tous les matins, mais vous pourriez être à leur place. C'est ça, parce que n'importe qui peut être à leur place. Et je trouve que moi, ce qui m'intéressait, c'est de mettre en lumière et de mettre un pansement d'amour sur ces êtres qui existent, parce que c'est des êtres humains. Parce que moi, en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que je voyage, je prends en photo, j'ai toujours pris en photo des SDF. J'ai même écrit un texte qui s'appelle Homeless. Et parce que même, par exemple, à Los Angeles, il y a une grande avenue. Et c'est plein de FDF, alors que c'est des vétérans de l'armée qui sont battus pour leur pays, quoi. Et quand je vois qu'on injecte des milliards et des milliards sur la technologie, alors qu'il y a des gens qui sont battus pour leur pays et qu'on les laisse à la rue comme ça, moi, en fait, il y a un truc comme ça contre l'injustice, pour moi, qui est très, très fort. Et du coup, et puis moi-même ici en France, parce que je prends le métro tous les jours, je rencontre des SDF, j'en croise. Alors il y en a, c'est compliqué de les aborder et tout, parce qu'il y en a aussi, il y a beaucoup de gens qui sont sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool et tout, c'est très compliqué. Mais il y en a d'autres qui déjà rien que dans les yeux, quand ils te regardent, ils sont pleins d'amour, quoi. Et quand tu prends un moment de juste de t'asseoir et de parler 5 minutes avec eux, ben eux, ils sont tellement contents qu'on leur accorde ce moment d'écoute, ce moment d'échange, ce moment d'humanité. D'attention. Pardon, de l'attention. Et puis même moi, des fois, il m'est arrivé d'acheter à manger. Il y en a qui voulaient des cigarettes. Je leur ai acheté des cigarettes. J'ai participé à 2-3 fois à des maraudes. Parce que, et c'est pas pour tomber dans le côté misérabilisme. Parce que il s'est avéré que quand on discute avec certains, il y en a qui ont eu des carrières brillantes, quoi, et qui se sont retrouvés à la rue des fois par rapport à un burn-out ou un échec sentimental et du coup ça peut arriver à tout le monde. À une faillite professionnelle. Exactement. Et du coup, moi je trouvais important. En plus, ce qui est drôle dans ce film, c'est que ces 3 personnages, en fait, ils se connaissent sans se connaître. C'est-à-dire que chacun cache parce qu'ils ont la même finalité, en fait. Exactement. Et puis il y a ce côté honte parce qu'on n'ose pas dire un petit peu pourquoi on s'est retrouvé dans la rue. Donc on essaye de cacher, on essaye de garder une certaine dignité, parce que moi dans ma réalisation, je suis pas tombé dans le côté misérabilisme avec eux, quoi. Je voulais qu'ils aient cette dignité d'existence, d'être. Les réhabiliter, en gros. Pardon ? Les réhabiliter. Exactement. Et du coup, ça m'a permis, moi, de toucher le cœur des gens, parce que je trouvais que, et que même ces 3 personnages, en fait, quand Fred revient avec le téléphone et que chacun décide de passer un coup de fil, c'est que les 3 vont se regarder et vont être étonnés de l'histoire que chacun a pu avoir. Et c'est ça qui est magique. Parce que tout d'un coup, ils vont se dire, ah ouais, toi tu faisais ça, toi tu faisais ça, toi tu faisais ça, toi t'étais comme ça. Et du coup, je pense que, parce que après, évidemment, à la fin, elle est déterminée. Ils m'ont dit, mais est-ce qu'il y a une suite? Il y a une suite. Et ce qui est bien, je pense que ce coup de fil va les rapprocher encore plus. Mais ils vont être plus dans une profondeur, parce que
chacun aura découvert le secret de l'autre, quoi, en fait. Et surtout qu'au début, leur rencontre commence par une petite bagarre, en fait, pour pouvoir avoir le banc, C'est ça. puisque ça part du banc. D'ailleurs, le titre le dit bien, hein, sans banc fixe. Et du coup, ils se disputent on va dire le territoire de ce banc, quoi. Voilà. Et ça part de ça. Et puis après, ils se lient en découvrant les histoires de chacun. Oui, en fait, ce qui est génial, c'est que là, ils sont sur les bancs. En fait, c'est pas le premier banc, hein, ça fait un moment qu'ils sont ensemble. Ouais. Mais en fait, ils passent leur temps à se vanner, à boire une bière de temps en temps, à se vanner. Rester en surface. Voilà, mais ça reste en surface, quoi. Ouais. Ça reste en surface. Mais tu sens qu'il y a quand même des affinités, d'errance entre les trois, quoi. Ouais. Et je pense que après d'avoir passé ce coup de fil, je pense que là, ils vont plus rentrer dans parce que chacun va se livrer et va ouvrir son cœur. Et ces moments sont vraiment bouleversants, les trois. Chacun a un monologue, parce que franchement, Marilyn Mailleux est une très grande scénariste. Ouais. Parce qu'elle aussi, en fait, elle a rencontré un SDF devant une boulangerie. Ouais. Et c'est comme ça que ça lui a donné cette idée de raconter une histoire, quoi. Et puis, du coup, moi, j'avais déjà réalisé un premier court-métrage qui s'appelait Le Service. On a gagné pas mal de prix. Ouais. Et du coup, Marilyn Mailleux, elle a ce côté humain. En fait, j'ai l'impression que c'est moi au féminin, quoi. Enfin, c'est incroyable. Tu sais, les connexions avec les gens, c'est assez incroyable. Et puis, mes trois acteurs, José da Silva, Bib Dembélé et Julien Georges. Du casting, en fait. Voilà. Et je leur ai demandé à chacun de me faire une self-tape. Et de me l'envoyer. Je leur ai dit de faire en casting chacun le monologue. Voilà. Ouais. Et je leur dis, moi, je vous donne aucune direction. J'ai juste envie de voir votre cœur qui transpire d'un émotionnel. Voilà. Et donc, ils m'ont envoyé chacun la self-tape. Et puis, je les ai validés. Et après, en fait, les deux autres, je les connaissais déjà parce que j'avais déjà tourné avec eux en tant qu'acteur. D'accord. Et Habib, en fait, c'est une amie avocate, Karine Linon, qui était venue en vacances et qui m'a dit, viens, on va voir une pièce de théâtre à Vitry-sur-Seine, un petit théâtre. Ouais. Et c'était sur la révolution chilienne. Et puis je m'assois et puis tout d'un coup, parce que moi en fait je cherchais un acteur noir, parce que je voulais un acteur qui ait une diversité noir. En fait. Oui, voilà. Et je me suis dit, si je le trouve pas, je serai obligé de le faire, quoi. Et parce que je cherchais un acteur. De le faire vous-même. Ah oui, je l'aurais fait. Si j'avais pas trouvé l'acteur, je l'aurais fait. Ah oui, je l'aurais fait. Okay. J'aurais laissé pousser le bouc, je me serais grimé, mais je l'aurais fait. Et puis je m'assois et puis entre Habib Dembélé. Quand je le vois rentrer sur scène, je fais c'est lui. J'ai fait dans ma tête, oh là là, mais c'est exactement le personnage que je cherche. Et donc à la fin de la représentation, j'ai été le voir. Et c'est une personne d'une gentillesse, d'une humilité. Et je lui dis, écoute Habib, j'ai mon projet de cours, j'aimerais bien, j'ai un rôle à te proposer. Et puis je lui dis, est-ce que tu pourrais me faire une self-tape ? Je crois le lendemain, il m'a envoyé une prise. J'ai fait, c'est lui. Et voilà, et puis après on a répété chez moi, et puis après on a répété une fois ou deux, parce qu'après moi j'aime pas trop, quand il y a des choses comme ça un peu sensibles, j'aime pas trop répéter parce que je veux pas que les acteurs s'impriment d'une musique, de quelque chose qui sera musical dans la façon de jouer. Moi j'aime bien ce côté animal. Ne pas les influencer. C'est ça, ce côté instinctif. Ouais. Et du coup, arrivé sur le tournage, en fait, pour le monologue, moi, j'ai commencé tout de suite par les gros plans. En fait, dès qu'il y a des scènes un peu sensibles, moi, je commence tout de suite par les gros plans. Donc, j'ai demandé aux acteurs de se concentrer. Et donc, je leur ai dit, on a fait une prise. Et après, j'allais les voir chacun. Je leur donnais un petit truc en disant et puis les deux autres, j'allais les voir en disant, surtout parce que moi aussi, je filme les plans d'écoute. Et je leur ai dit, écoutez, imprégnez-vous de l'histoire de l'autre parce que ça va vous mettre dans un émotionnel. Et du coup, moi, je pourrais après vous filmer, pour les plans de coupe et tout ça, c'est important. Et du coup, eux, ça a aussi alimenté leur émotionnel, quoi. Et du coup, j'ai juste fait 2 prises par acteur pour les monologues. J'ai dit, c'est bon.
J'avais ce que je voulais, quoi. Ils m'ont dit, mais t'es sûr, Bruno? Et il y en a, ils vous disent, non, il n'y a pas besoin de le refaire, il n'y a pas besoin de le refaire. Ça veut dire qu'en tant que réalisateur, aussi, c'est important de comprendre ce métier. Si on veut un rendu humain, tendre, avec de l'émotion, il faut le donner aussi aux acteurs. Exactement. Et pour moi, c'était important. Et après chaque prise, j'étais les voir, mais eux, ils étaient là, et puis moi aussi, j'avais les larmes qui coulaient parce que c'était une fusion émotionnelle qui était assez incroyable, quoi. Et puis, moi, je les ai poussés dans leur retranchement, justement, pour que, voilà, qu'ils ouvrent leur cœur et qu'ils laissent parler, voilà, leurs émotions. Et ça, c'était magique, quoi. Franchement, moi, je me suis senti béni de les avoir avec moi, quoi. Alors, Habib Dembélé est né au Mali en 62, diplômé de l'INA à Bamako, lauréat de plusieurs prix d'interprétation. Dès 83, il entrera au Koteba National, donc cette troupe bien connue. En 88, il a joué dans 2 pièces de Ousmane Sow, qui lui ont valu pas mal de succès et de reconnaissance. 98, son spectacle À vous la nuit a remporté le prix RFI du meilleur spectacle vivant. Engagé en 2002 par Peter Brook, il joue dans Hamlet. Tierno Bokar et Siouzi Banzi, j'espère que je l'ai bien prononcé, en France, ainsi qu'à l'international. En 2005, il écrit et joue les aventures de Sékou Boiré, première série TV ouest africaine que vous connaissez sûrement, chers téléspectateurs. En 2009, il écrit Kanouté Kavisako, monothéâtre, joué depuis sur 3 continents. Depuis 2011, il joue dans une quinzaine de pièces de théâtre en France, en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord et du Sud, et dans plusieurs films, 25 réalisés par des cinéastes africains et européens. Un artiste donc lumineux, talentueux, qui a un talent immense. Ah oui. Et donc, je mets une lumière sur lui. Avec plaisir, parce que. En fait. Mais les 2 autres aussi sont excellents. Ouais. Mais Habib, c'est vrai que ça a été aussi une vraie rencontre. C'est comme un frère. Moi, on se connaissait pas, mais j'ai l'impression que c'est comme si on se connaissait depuis 10 ans, 15 ans. C'est incroyable, quoi. Incroyable. Puisque vous avez aussi des attaches avec l'Afrique, de votre histoire, bien entendu. Ouais. Vous êtes originaire de la Guadeloupe et de la Martinique. Exactement. Mais l'Afrique vous a happé pendant un moment. En tout cas, Ouais, parce que j'ai tourné beaucoup là-bas. Ouais. Et puis voilà, j'ai tourné beaucoup sur le continent africain. Puis il y a des projets à venir parce que moi j'adore. Et puis pour moi, c'était important de refaire un retour qui pour moi est ma terre ancestrale, quoi, la terre de mes ancêtres. Ouais. C'est pour ça que je me suis fait baptiser au Burkina Faso le 20 novembre 2020. Pourquoi le choix du Burkina ? Parce que je connaissais Irène Tassambedo et que voilà, c'était comme une grande sœur de cœur, et maintenant c'est devenu une grande sœur à part entière, quoi, parce que voilà. Et puis en fait, ce qui est drôle, c'est que au Cameroun, ils voulaient m'adopter. Au Congo, ils voulaient m'adopter. En Côte d'Ivoire, ils voulaient m'adopter. Et puis bon, le choix s'est porté sur le Burkina, parce que Irène, elle m'a dit, écoute, c'est bon, on fait ton baptême le 20 novembre. En plus, j'allais au Sotigui Award. Oui. Et en plus, j'ai gagné le Sotigui Award de meilleur acteur de la diaspora au mois de novembre. Et je me suis fait baptiser au mois de novembre. Voilà. Ça prend tout son sens. Et ça a pris tout son sens. Et pour moi, ça a été un des plus beaux jours de ma vie, quoi. Parce qu'on a fait un baptême traditionnel avec le Nahaba. Et voilà. Et puis, c'est eux qui m'ont choisi ce prénom Galiam, qui veut dire sagesse, espoir, envie d'apprendre. Moi, ça me va bien. Et c'était juste magique, quoi. Je me suis senti rempli de quelque chose de tellement fort. Tu sais, c'est comme je disais, c'est quelque chose, c'est inexplicable. On peut pas l'expliquer. C'est juste du ressenti et c'était magique, quoi. D'où cette passion aussi pour la réalisation, je suppose, de pouvoir porter à l'écran, de montrer à l'écran les émotions, les sentiments, comme justement cette tendresse, cette poésie qui ressort de ce cours dont on parle, qui est votre actualité sans banc fixe. C'est important pour vous d'utiliser la caméra en fait pour montrer ces émotions et
cette humanité. Oui, et puis pour moi, je trouve que c'est important parce que quand on voit l'actualité, tout ce qui se passe en ce moment, je trouve que l'humanité part en sucette et c'est important de redonner du sens à l'humanité parce que pour moi, c'est l'essence même de la vie, quoi. C'est l'amour. Et on passe à côté, même à travers la technologie, à travers tout ça. Je trouve que c'est bien de vivre avec son temps, mais il faut pas oublier les fondamentaux de pourquoi on est sur cette terre. Parce que les gens ont des croyances, mais les croyances amènent tellement de dégâts aussi, et c'est important de redonner du sens à tout ça. Et moi, je sais que les films que j'ai envie de faire, c'est raconter des films justement d'histoires profondes, des histoires basées aussi sur des histoires vraies, et puis de donner du sens à tout ça, parce que je trouve que c'est ce qui peut rassembler l'être humain, c'est de les mettre en devant des images de cœur et devant ces images en se disant attention. Ah, c'est vrai, j'avais pas fait attention à ça, mais c'est vrai, peut-être qu'il faut que je change ma façon peut-être de regarder les choses. Et je trouve que c'est important. Dans ce cas, c'est aussi parce que on est pris dans notre quotidien, avec les factures à payer, avec vous en parliez tout à l'heure de cette ambiance un peu quand on allume la télé où on entend parler de guerre, de meurtre, de tout ça, quoi. On doit courir parce que le métro est en retard et qu'on doit aller chercher ses enfants. Donc c'est vrai que ces personnes qui sont à la rue, les SDF, des fois, on n'a pas vraiment le cœur et le temps et la disponibilité pour pouvoir les regarder. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça que SDF, Sans banc fixe, voilà, je l'ai réalisé. En plus, on a une avant-première à Villejuif le 15 mai. L'accueil se fait à 19h30 et la projection est à 20h. C'est à la MPT Gérard Philippe de Villejuif, la ville où j'habite, et la ville a été partenaire et a mis de l'argent aussi parce que je suis passé en commission. D'accord. Et voilà, il y a eu l'ADAMI aussi, on a eu l'ADAMI. Et là, il y a Unifrance qui vient de le prendre dans son catalogue pour représenter le film à l'international. Donc ça, c'est génial. Et puis alors, je pense que c'est un film qui va continuer de... et puis là, mon producteur, Neil Jacobsen, il l'a inscrit dans une centaine de festivals à l'international, catégorie Gold, et puis des festivals qualificatifs pour les Oscars. Donc maintenant... Et il a envie de le défendre, je suppose. On a tous envie de le défendre, quoi. Même les acteurs. Et puis, j'ai une super monteuse, j'ai eu un super étalonneur. Enfin, et puis le mixage son s'est fait en Guadeloupe. D'accord. Avec Wilfried Beaugendre, c'est Phénomène Prod. Et puis il y a des gens de la Guadeloupe, parce qu'on avait fait un crowdfunding. Il y a des gens de la diaspora de la Guadeloupe qui ont mis de l'argent. Donc en fait, c'est un film qui s'est fait avec beaucoup d'énergie humaine de pas mal de continents différents, et je trouve que c'est ça qui est j'aime bien rassembler justement, fédérer justement cette énergie avec parce que pour moi, en fait, je me dis que partout où on peut être dans le monde, il y a des gens qui nous ressemblent. Il y a des gens avec qui on peut s'associer pour créer des histoires fortes. Et surtout que ces histoires-là, et justement le fait de pouvoir aujourd'hui, un jour, voir sa vie basculer et de ne plus rien avoir aujourd'hui, et puis surtout depuis la crise Covid, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur leur vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu également leur métier disparaître. Avec le télétravail, il y a beaucoup de choses qui se sont bouleversées. On voit de plus en plus de personnes, même ici en Europe, c'est important de le dire aussi pour les personnes qui nous regardent d'Afrique, que ça s'est beaucoup paupérisé. Il y a des personnes qui vivent dans leur voiture, personnes qui ont du mal à trouver un problème de logement. Ouais. Donc, en fait, je pense que les années à venir vont amener de plus en plus de personnes à la rue. Oui, mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que il faut pas se positionner en victime, même si on est victime d'un système ou de quelque chose. Et il faut croire au magique, parce que je trouve que des fois les cris du cœur peuvent être entendus. Ouais. Et moi, j'y crois, ça. Franchement, j'y crois, parce que c'est pour ça que je vais pas spolier le film, mais c'est pour ça que ce qui est beau, c'est que des fois les cris du cœur, on a l'impression que il y a plus d'issue et que peut-être que le jour d'après, à force d'y croire, paf, il se passe un truc qui fait que, ça va changer notre vie.
Parce que justement, on s'est battu pour pas rester dans la précarité, mais pour rester dans un combat pour pouvoir exister en tant qu'être humain. Et je trouve ça super important. Et c'est pour ça que moi, c'est des messages que j'ai envie de dire aux gens. Parce que moi, c'est pas toujours facile pour moi. Hein. Des fois, je galère, des fois, je mange des pâtes, des fois, mais je dis rien. Je dis rien. Je suis pas en train de me plaindre. Je suis pas en train de mettre ma vie privée sur les réseaux sociaux. Je suis en train de, moi, ce que je partage, c'est le combat. C'est la résilience, c'est d'être dans le pardon, dans l'acceptation, parce qu'il faut savoir accepter ces moments pour avoir cette réflexion sur soi-même, pour se dire qu'est-ce que je dois changer pour pouvoir évoluer. Pas accuser les autres comme font beaucoup de gens, parce que ça c'est la facilité. Mais je pense que la remise en question de soi permet peut-être le passage pour un avenir meilleur. Voilà, alors bien sûr tout ça est jonché de bière et tout ça, mais je pense que le créateur, il fait bien les choses dans le sens où il te dit, t'es capable. Ah, il dit, non, là, c'est trop facile. Je vais te remettre encore un petit truc. Je vais te remettre encore un... Et en fait, ça te forge... Les épreuves de la vie. L'épreuve de la vie, mais des fois, l'épreuve de la vie peut avoir une finalité... L'enseignement, un enseignement, une finalité qui peut être très belle, quoi. Alors, ce film, j'espère, en tout cas, on croise les doigts, qu'il continue de vivre. Et normalement, il n'y a pas de raison. Hein. Et vous vouliez le dédier à Dieudonné Alaka. Oui, parce que Dieudonné, il a été mon premier producteur qui a cru en ce projet. D'accord. Parce qu'on avait été pitché le scénario à Cinémonde, c'est Berck ou un truc comme ça. Ouais. Et lui, ça a été le premier producteur qui voulait nous accompagner. Et puis les fois d'après, en fait, il était pas là, quoi. On se demandait, je lui dis, mais ça va, Dieudonné? En fait, il se plaignait pas. Et je pense qu'il avait déjà sa maladie et tout ça. Et du coup, je pense qu'il a laissé pas mal de projets comme ça parce que du fait qu'il soit malade. Et puis après, j'ai appris son décès parce que je savais pas, il nous l'avait pas dit, en fait. Et donc, vu que c'était le premier à croire en ce projet, pour moi, il était important de lui rendre hommage à travers ce film. Voilà. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, Galiam Bruno-Henri, nous raconter votre parcours, votre histoire? Je sais que vous êtes multicasquette. En plus d'être réalisateur, vous êtes doubleur aussi. Ouais, je suis acteur, et puis de cinéma, théâtre, et puis je fais du doublage voix depuis plus de 20 ans, parce que notamment je fais la voix de Tyrese, j'ai fait tous les Fast and Furious. J'ai commencé avec lui sur Baby Boy, le film de John Singleton. Ouais. Et puis voilà, j'ai fait des voix de Jaimin Hunsu, Terrence Howard, Glenn Plumer, Stanley dans The Office, avec, tu vois, parce que des fois, il faut s'alourdir dans la voix. Puis j'en ai fait plein comme ça. Et puis, je prends des cours de djembé depuis septembre. Ah, ça, c'est plus personnel. Oui, mais parce que je me dis, comme j'écris des textes et des poèmes, je me dis que peut-être qu'à un moment donné, ça me servira si j'ai envie de dire un texte sur du djembé, par exemple. Donc j'ai un prof excellent. D'apprendre, une envie de s'épanouir, d'aller vers ce qu'on aime. Oui, et puis je trouve que c'est important, quand tu crées, c'est important de se nourrir. Parce que tu peux pas être dans une créativité si toi, tu ne te nourris pas de plein de choses. Et moi, c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses que j'aimerais faire. J'adore la musique. Moi, je collectionne les vinyles et tout depuis des années. Donc, j'ai des pépites chez moi. J'adore ça. Et c'est vrai que... Et puis, Oumarou, c'est le premier prof... Parce qu'il nous fait chanter en djoula et tout. Et c'est Oumarou Bambara, c'est mon prof de djembé. D'accord. Et il a réussi à me faire chanter parce que moi, j'avais un vrai blocage. Tu vois, comme quoi, j'ai dit, mais tu sais, Oumarou, t'es le premier qui a réussi. Il me dit, ben ouais, c'est comme ça, hein. Il faut. Et puis, il me pousse. Et ça, c'est génial, quoi, tu vois. Et du coup, là, j'ai tourné récemment dans une série qui s'appelle Carême pour Apple TV. J'ai tourné dans l'épisode 5. J'avais tourné dans les chefs de Fred Cavaillé. J'ai tourné à Montréal dans 3 séries à cœur battant, Danse, qui va passer sur TVA à la rentrée, qui est une chaîne comme TF1. D'accord. Et puis La Kainou, qui est une série haïtienne. J'ai tourné dans les 2 premiers épisodes. Et puis, j'ai des projets là-bas en Afrique avec Françoise Elong Gomez, une grande cinéaste. Et puis voilà. Et puis mon projet de long métrage, quand même, Le Chant des Ratières, pour lequel j'ai eu l'aide. Le Chant des Ratières. D'accord. Et pour lequel j'ai eu l'aide à l'écriture de la région Guadeloupe.
Okay. Donc après 3 ans et demi d'écriture, 4 ans, j'ai enfin un scénario abouti. Donc j'ai trouvé une première prod ici en France qui s'appelle Les Varogoff. Voilà, ils sont en train de chercher les financements parce que le film sera tourné à 15% en France et 80% en Guadeloupe. Voilà, c'est une histoire de résilience aussi encore. Ça veut dire que vous êtes un homme heureux, accompli aujourd'hui ? Je dirais pas ça, mais en tout cas, non, parce que je trouve que oui, je suis content de faire ce que je fais, mais j'ai encore des blessures profondes, parce qu'en plus j'ai une maman qui a Alzheimer et tout ça, donc ça pèse un petit peu. Mais j'essaye de passer outre et de faire en sorte même si moi j'ai encore des blessures, mais de donner de la force aux autres qui pourraient avoir de la peine. C'est beau. Ouais, voilà, c'est important. C'est le message du film que vous êtes venu défendre. Ouais, Sans banc fixe, ouais, c'est un peu ça aussi, quoi. Sans banc fixe, un court-métrage de 22 minutes qui va continuer sa route et son chemin. On va croiser les doigts pour qu'il aille le plus loin possible. Le 15 mai, rendez-vous à Villejuif, à l'AHPT, je sais pas MPT, Gérard Philippe, pour une projection, c'est à 19h30 l'accueil et 20h la projection. C'est organisé par les élus à la culture de Villejuif. Et sur Internet, où est-ce qu'on va pour en savoir un petit peu plus ? Moi, je suis sur Instagram, Galiam Bruno Henry. Je suis sur LinkedIn et sur Facebook. Donc, voilà. C'est les 3. Après, moi, j'ai pas Snapchat, TikTok, tout ça. Moi, c'est pas la génération. Non, puis voilà. Déjà, ces 3 plateformes, pour moi, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Ouais. Comment vous avez envie de conclure, Galiam Bruno Henry ? Moi, j'ai envie de dire, mes frères, toute race confondue, toute religion confondue, parce que moi, j'aime tout le monde, quoi. On peut pas me demander de choisir entre un tel. Maintenant, c'est vrai que je me bats de plus en plus pour que nous, Noirs, on soit pas au goutte à goutte dans les productions, dans les réalisations françaises, ou voilà, parce qu'on est des millions ici en France, et je trouve qu'on doit se battre 10 fois, 100 fois plus pour avoir un poste. J'aimerais voir plus de Noirs à la télé, au théâtre, dans les postes, postes à responsabilité, exactement. Moi, à un moment donné, je rêve d'un pape noir aussi, tu vois, parce que pourquoi pas ? Je veux dire, parce que c'est l'être humain, c'est de l'amour. Pourquoi il pourrait pas être noir ? Tu vois ? Et en fait, il y a plein de choses comme ça. J'aimerais avant que je quitte ce monde, j'aimerais que les choses évoluent dans ce sens, que la population, qu'ils arrêtent d'avoir peur du noir, comme l'antisémite, comme du juif, comme de l'arabe, comme tout ça. Il y a un moment donné, je pense que il faut changer les mentalités, mais les mentalités, elles se changent à la base, c'est-à-dire à l'éducation. Donc, si les parents, dès que leur enfant naisse, arrivent à leur inculter des valeurs positives et d'amour, en se disant, voilà, il y a ça, il se passe ça, mais en même temps, ce qui est important, c'est l'amour, le partage, l'humilité, l'entraide. Pour moi, c'est ça qui est important. Voilà, parce que après, bien évidemment, il y a des différences. Chacun a le droit d'exister comme il a envie d'exister. Moi, j'ai pas envie d'être là en donneur de leçons. J'ai pas envie d'être juge, mais c'est un constat. Et le constat, parfois, il peut être amer parce que justement, il faut revenir à ces valeurs fondamentales parce que c'est important. Parce que quand on voit maintenant tous les jeunes qui commencent à tuer des gens et les terrorismes et tout ça, pourquoi ? Qui c'est qui leur a mis ça dans la tête ? Tu comprends ? Donc c'est ça qu'il faut arriver à changer. Et je pense que quand on arrivera à aller sur ce cheminement et arrêter de regarder les gens à travers le prisme de la couleur ou de la religion et tout ça, peut-être que les choses iront mieux. Bon, je pense que c'est une belle conclusion. Merci d'être venu. Merci à toi, parler Aïssa. De votre actualité, ça Merci a été un beaucoup. vrai plaisir. Et merci d'être venu rendre visite au public d'Espace TV Europe. À bientôt, j'espère. À bientôt, avec plaisir. À très vite. Les matins d'Aïssa sur Espace.
Oui, c'est vrai, on a l'habitude d'avoir le casque, mais pas besoin. Les matins d'Aïssa, de retour avec notre deuxième invitée. Nous sommes avec Colette Brou-Cablan. Elle est auteure, elle est cadre de santé dans un établissement hospitalier depuis quelques années déjà. Passionnée d'écriture, auteure, elle est venue nous parler de son actualité à travers sa dernière publication. C'est la 3e au compteur, un ouvrage conçu comme un guide intitulé Réussir son immigration, paru aux éditions Argent Livre. Merci de nous rejoindre. J'espère que vous allez bien. Vous n'êtes pas trop tendu, ça va? Tout se passe bien? Bonjour Aïssa. Merci d'être venu sur le plateau d'Espace TV Europe pour nous parler de ce livre, de ce manuel Colette Brou-Cablan. Alors, un ouvrage, je l'ai dit, conçu comme un guide, un ouvrage qui raconte des histoires de vie, des histoires de parcours d'immigration. Donc, je vais lire la 4e de couverture pour situer un peu les personnes qui nous suivent. Alors, vous dites, chaque année, des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants risquent leur vie pour traverser le désert ou la Méditerranée. Les images de naufrages et de corps échoués sur les plages ne cessent d'émouvoir le monde entier. Derrière ces drames se cachent des histoires de désespoir, d'espoir et de résilience. Pourquoi prennent-ils ces risques? Quels sont les dangers qui les guettent sur leur chemin? Comment peuvent-ils augmenter leurs chances de réussir et de s'intégrer une fois dans les pays d'accueil? Autant de questions auxquelles ce livre apporte des réponses claires et précises. Alors, vous expliquez bien également, attention, cet ouvrage n'est pas une incitation à l'immigration clandestine, mais un outil pour ceux qui ont déjà fait leur choix. Il se base sur des témoignages de migrants et des données factuelles. Vous y découvrirez les raisons qui poussent à l'exil, les principaux protagonistes sur le chemin migratoire et bien d'autres informations utiles qui vous permettront de bien amorcer votre voyage. On va décortiquer tout ça ensemble. En tout cas, c'était important pour vous de laisser le libre arbitre au lecteur, malgré les périples et les douleurs que vous y racontez. C'est important pour vous que l'ouvrage n'est pas une incitation à l'immigration clandestine, Colette Brou-Cablan. Parce que le but, c'est de ne pas empêcher les gens de venir en Europe, mais qu'ils viennent dans de bonnes conditions. Ouais. Et sans risquer leur vie. Parce que on a tous un rêve. Moi, j'estime que je suis le fruit d'une immigration réussie parce que mon père était infirmier en Côte d'Ivoire et dans le cadre de son travail, il accompagnait des malades en France. Et c'est ce qui lui a donné envie d'immigrer en France. Et il a monté son projet. Bon, à l'époque, c'était dans les années 70, c'était pas aussi compliqué que maintenant. Il n'est pas passé par bateau. Mais toujours est-il qu'il a préparé son voyage, il nous a amenés, je suis la dernière d'une fratrie de 3 enfants, et il nous a amenés en France, et j'ai grandi en région parisienne, et j'ai fait toutes mes études à Saint-Denis précisément, dans le 93, et dans une cité mal réputée, qui est la cité des Francs-Moisins, et malgré ça, j'ai réussi à m'en sortir. J'ai commencé au bas de l'échelle à l'hôpital et j'ai passé les concours aide-soignant, infirmier, cadre et j'ai réussi à devenir aujourd'hui cadre. Cadre de et santé. qu'est-ce que vous faites plus précisément? Alors, les fonctions les missions du cadre de santé sont de manager des équipes paramédicales. D'accord. C'est-à-dire les infirmiers, les aides-soignants, les brancardiers, les sages-femmes. On manage toutes ces équipes-là. Et qu'est-ce qui vous a permis justement de commencer au bas de l'échelle et au fil des années réussir à devenir la femme cadre que vous êtes aujourd'hui avec toutes je me ces suis battue responsabilités? parce que c'était pas facile. Hein. Il faut se battre dans la vie parce que il faut avoir la volonté et puis la détermination. Moi, je me suis dit, malgré toutes les... Je ne vous cache pas que pendant mon parcours, j'ai eu plusieurs fois envie d'abandonner. J'imagine. Parce que ce n'était pas facile, parce que quand on vous rabaisse, surtout quand on a le statut de stagiaire, ce n'est pas évident.
on vous rabaisse, j'étais victime à plusieurs reprises de racisme, mais bon. Ouais. Bon, ça fait partie de la vie, mais il faut garder en tête son objectif et sa détermination, et rien ne peut changer la donne. C'est pour ça que dans mon livre, je dis, si tu as l'ambition, si tu as un rêve, il faut te donner les moyens. Quel que soit le rêve. Quel que soit le rêve, donne-toi les moyens d'atteindre tes objectifs, mais privilégie la voie légale. Parce que la voie clandestine, il y a trop de risques. Ça fait mal au cœur de voir tous ces jeunes mourir dans l'eau. Ça fait mal au cœur. Alors, on va revenir sur votre parcours dans un instant. Oui. Un parcours qu'on félicite, bien entendu, puisque commencer au bas de l'échelle et devenir une cadre de santé, une personne respectée, ça mérite tous les éloges, les félicitations. Merci. Vous parlez aussi de l'importance de l'apprentissage, de la formation, oui, puisque vous êtes beaucoup formé et vous avez pris votre temps également pour monter les échelons au fur et à mesure, en apprenant et en continuant de vous former aussi. On apprend tous les jours, Aïssa. Tous les jours. Alors, un ouvrage de 120 pages en novembre dernier que vous avez présenté à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour donner la primeur aux personnes qui étaient intéressées. Quels ont été les retours? Comment s'est passé cette avant-première à l'ambassade de Côte d'Ivoire? Et pourquoi ce lieu, l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, à Paris? C'est un lieu symbolique. Ouais. En fait, c'est notre institution de tutelle, donc c'est un lieu symbolique. J'ai voulu marquer un coup et j'ai eu de bonnes retombées parce que j'ai eu des échanges avec les personnes qui étaient présentes. D'accord. Je leur ai demandé leur ressenti, sur le sujet, sur l'immigration clandestine. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? Et c'était un partage et c'était très, très intéressant. Beaucoup disaient que en fait, ils se disent qu'ils n'ont plus rien à perdre, donc c'est pour ça. Et puis ils fuient la pauvreté. Et il y a d'autres personnes qui disaient que si en Côte d'Ivoire on mettait en place des moyens pour les garder, ça serait aussi bien, parce que en fait, si pour eux rester en Côte d'Ivoire ne sert à rien, parce que il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Donc c'est pour ça en fait qu'ils partent. Ils se disent que en Europe ils auront une chance d'avoir du travail. Enfin, ça c'est dans leur tête. C'est dans leur imaginaire, parce que quand ils arrivent, ils se rendent compte que c'est pas. Que c'est une autre réalité. Donc c'est important également de braquer les projecteurs sur la réalité et de leur dire regardez ce que vous vous apprêtez à vivre, et déjà sur le chemin et arriver sur le pays d'accueil. Voilà. Alors justement, on parlait justement des raisons qui poussent les personnes. Vous parliez de problèmes économiques, mais pas seulement, parce qu'il y a des personnes qui veulent fuir leur pays pour des raisons de conflit, l'instabilité politique. Il y a également les réfugiés climatiques dont on ne parle pas beaucoup, des personnes qui fuient leur région parce que il y a plus de vivre, parce que le climat est, on va dire, et déséquilibrer les inondations, etc., et qui sont obligés de quitter leur pays pour essayer de trouver une certaine stabilité et donner une stabilité et un avenir à leurs enfants aussi, parce qu'il y a ces mamans, et le cas de cette maman dont vous parlez, dont vous racontez l'histoire, à travers l'histoire d'une personne qui témoigne, l'histoire d'Adjoa, témoignage donc que vous avez recueilli, qui s'est livrée avec beaucoup de profondeur, puisqu'elle nous raconte une histoire qui donne vraiment envie de pleurer et de se dire waouh, impressionnante. Et de voir qu'il y a des mamans qui prennent le risque, même avec des bébés, de la traverser. Et il y en a beaucoup, hein.
Ouais. Il y a pas que des hommes ou des femmes. Il y a aussi des mamans avec des enfants, des femmes enceintes. Et c'est là où on voit le désespoir, en fait, de ces personnes. Alors, parlez-nous un petit peu de cette histoire, celle d'Adjoua. Déjà, comment vous l'avez rencontrée? Pourquoi c'était important pour vous, dans l'ouvrage, de raconter son histoire et son chemin d'immigration? Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, l'histoire d'Adjoua elle n'est pas Personnelle. elle n'est pas personnelle. Il y a plusieurs histoires similaires. Ouais. Et quand on regarde bien, ils ont tous la même trajectoire. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu décrire l'histoire d'Adjoua, parce que c'est vraiment significatif c'est à peu près tous, ils ont tous la même trajectoire. Alors, dans l'histoire, vous parlez de la douleur, de la déception, de mort également, mais vous parlé également d'espoir et de résilience. C'est important pour vous qu'il y ait aussi cette résonance d'espoir et de positif. Oui, il y a pas que du négatif, hein, dans cette histoire. Moi, j'ai plusieurs amis qui sont venus avec un visa touriste de 3 mois et qui ont calé, comme on dit chez nous, et qui sont restés, et donc et qui ont réussi à s'intégrer, à s'en sortir dans cette société française. Alors, on parle beaucoup des personnes qui viennent et qui restent, mais on parle pas beaucoup des personnes qui viennent et qui décident de retourner, alors qu'elles sont nombreuses aussi. Je suppose que vous avez dû le constater pendant vos recherches, Oui, Colette Broucas-Blanc. oui. Donc il y en a en fait, qui se rendent compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et qui décident de rentrer. Et donc, Surtout quand ils découvrent cette société un peu individualiste où chacun pour soi, alors qu'ils ont grandi dans un contexte où il y a le partage, il y a l'union, il y a les Voilà. frères, il y a les sœurs, il y a du monde autour de soi. La solitude, je La pense solitude aussi. Ouais. Beaucoup sont seuls. Et comme vous dites, il y a l'individualisme qui règne. Et donc, beaucoup décident de rentrer. Et bon, des fois, on les oblige par une obligation de quitter le territoire Ouais. français, l'OQTF. l'OQTF. Mais des fois, heureusement, c'est pas toujours le cas. Consciemment, elle préfère rentrer. Alors, un ouvrage utile, je disais, conçu comme un manuel, puisque vous y racontez des histoires, mais vous donnez également des conseils sur notamment les démarches administratives, Tout à fait. l'intégration par l'emploi, comment se faire accompagner et par quel organisme. C'est important pour vous qu'il y ait toutes ces clés également dans Oui. cet ouvrage? Oui, parce que je veux que le lecteur puisse avoir toutes les billes en main, Ouais. et pour qu'il puisse vraiment réussir son projet et s'intégrer dans le pays d'accueil. Alors, vous avez été édité par Argent Livre et j'ai lu en fait que vous avez participé également notamment au Week-end de l'écrivain le 3 mai dernier à Paris dans le 12e, organisé par votre maison d'édition donc, qui est menée par Valère Bélias, qui accompagne les auteurs africains de la diaspora dans tout le processus qui entoure un ouvrage. Parlez-nous un petit peu de cette maison d'édition, comment vous l'avez rencontrée et qu'est-ce qu'elle vous apporte au-delà des autres maisons d'édition qui vous ont publié auparavant? Alors, j'ai rencontré les éditions Argent Livre sur Internet. Je regardais et j'ai assisté à une masterclass de Valère Bélias, mon éditeur, que je remercie d'ailleurs. Et cette masterclass m'a donné envie, par son programme, d'intégrer donc Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs? Oui, on partage les mêmes valeurs, et vraiment, c'est parce que dans le programme, il y a la formation, il y a un coach, Oui. et donc c'est très utile pour Être accompagné? être accompagné. Voilà. Et donc ça, c'est très bien. C'est pour ça que
l'occasion donc de saluer Valère Béliat. Ce sera un plaisir de l'accueillir sur l'antenne d'Espace TV Europe pour raconter un peu cette maison d'édition. Donc l'invitation est lancée. Alors c'est pas votre première publication, on le disait tout à l'heure. En 2016, vous sortez Mémoire intacte, publié par les éditions Dagan, où vous racontez votre parcours. C'est une autobiographie, c'est ça? C'est un récit autobiographique. Donc j'explique de mon adolescence à l'âge adulte ce que ça a été une thérapie pour vous, ce livre? Oui, pourquoi? Tout à fait. Parce que j'ai perdu ma première fille, Félicia, qui est décédée en 84. Et le fait d'écrire, de mettre des mots sur ce que je ressentais m'a libérée. C'était vraiment une thérapie. Et donc, c'est en ce sens-là que je dis que ce livre a été vraiment une thérapie pour moi. D'où l'importance de l'écriture. D'où l'importance de l'écriture. Et vous sortez en 2021 votre second ouvrage, De l'ombre à la lumière. Là, c'était plus... là, c'est en audio. Là, c'est une histoire imaginaire. Hein. C'est pas la réalité. Ah, vous dites ça parce que c'est un parcours de vie qui raconte une femme qui veut rencontrer... Vous l'avez écouté? Non. C'est sur YouTube. D'accord. C'est en audio. Ah, c'est juste il est pas paru, c'est juste non, c'est juste en audio. Et vous nous racontez un peu De l'ombre à la lumière? Alors, en fait, c'est un ami... Elle est timide, hein. Vous êtes timide, hein? Oui, je suis timide. Allez-y, racontez, s'il vous plaît. Personne ne va vous manger, surtout pas moi. En fait, De l'ombre à la lumière, c'est Kéraïm, un ami qui a proposé que je pose ma voix dans son studio d'enregistrement. Et donc, je raconte l'histoire d'une Ivoirienne qui tombe amoureuse d'un ministre. Et donc, chemin faisant, elle réussit à entretenir cette relation-là avec le ministre. Et malheureusement, le jour de son mariage, il tombe dans le coma. Il a un accident de voiture et il tombe dans le coma. C'est imaginaire, hein, c'est pas la réalité. Oui. Il tombe dans le coma. Et j'explique, c'est mieux d'écouter l'audio parce que comme ça, vous n'allez pas... Vaut mieux écouter l'audio. Bon, écoutez l'audio alors. C'est sur YouTube, hein, c'est gratuit. C'est sur YouTube, c'est gratuit. Vous tapez De l'ombre à la lumière de Colette Bourou au Cablan. Alors, je vous montre à l'image l'ouvrage dont elle est venue parler, Réussir son immigration. À la caméra est là. Réussir son immigration, c'est un petit manuel à vous procurer, 120 pages au total. Comment on fait justement pour se le procurer? Alors, c'est disponible sur Amazon à 20 €. Tout simplement. Vous êtes timide, hein? Oui, je suis très timide. Bon, la prochaine fois, on fera l'interview par écrit, peut-être. Je vous taquine. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer? Comment vous avez envie de conclure? Alors, j'ai envie de lire la page 100 de mon ouvrage. La page 100? Oui. Ah. Alors, si tu as pour ambition d'aller en Europe, pour une raison ou pour une autre, donne-toi les moyens, travaille pour cela et priorise le chemin de l'immigration légale. C'est cette option qui te garantira une intégration plus sereine dans ton pays d'accueil, en plus de ne pas mettre ta vie en danger. Et la page 107. Oui, allons-y, page 107. J'espère que tu as compris que t'entourer de bonnes personnes est la clé de ta réussite et que la voie légale est plus avantageuse pour toi. Comme disait Martin Luther King, I have a dream. En effet, je rêve d'une Afrique capable de vivre de ses ressources naturelles, gouvernée selon les principes de la démocratie dans un environnement de paix et de sécurité. Une Afrique où les populations peuvent étudier gratuitement et se soigner. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cet ouvrage. Donc, je remonte aux téléspectateurs. Ah, j'ai pas terminé. Je voulais aussi inviter les personnes qui nous suivent aujourd'hui. Qui nous suivent au vendredi 24 et 25 octobre prochain pour la troisième édition de la Semaine de l'Afrique des Solutions, organisée par Léon Soumbadji à la mairie du 16e arrondissement. Ah oui, c'est au mois d'octobre prochain. Oui, c'est au mois d'octobre. On aura l'occasion d'en parler, on va recevoir les organisateurs de l'Afrique des Solutions. Voilà. Merci beaucoup.
Merci d'avoir fait le Aïssa. déplacement et d'être Aïssa. venu. Ça a été un grand plaisir de réussir son immigration. Donc, ça a commandé sur Amazon. Les matins d'Aïssa sur Espace. Une émission que je vous présente avec beaucoup de bonheur, vous le savez, avec nos invités, soit de passage à Paris, soit issus de la diaspora installée à Paris ou partout en Europe, mais aussi les Africains qui œuvrent sur le continent, qui font des allers-retours dans la capitale française et qu'on réussit à avoir sur le plateau pour raconter leurs histoires. Oui, parce que cette émission raconte des histoires et nous allons en raconter une autre dans un instant, celle de l'artiste Daddy Maki. Alors c'est vrai qu'on partage beaucoup sur les réseaux sociaux depuis des années, même des décennies, on va dire, Daddy Maki. Et c'est la première fois qu'on se voit vraiment. Alors ça va Ouais, ça va, et toi? Ça me fait tout drôle. Je te voyais pas aussi grande. Hum Une vraie C'est vrai couleur, une vraie peule, quoi. Bon, heureusement qu'on n'utilise pas les filtres. T'arrives à me reconnaître ou pas? Ouais, mais bien sûr. Moi aussi, je te reconnais. Bah, tu vois, donc. Je suis très heureuse de t'accueillir. Je commence avec un peu d'humour juste pour détendre l'atmosphère, puisque tu es venu parler de ton projet musical, puisque tu as plusieurs casquettes artistiques, dont celle de réalisateur. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais tu es venu parler de celle d'acteur, de chanteur, d'artiste, chanteur, de reggaeman engagé. Tu es venu défendre Once Upon a Time, c'est ta dernière livraison musicale, sortie en février 2025, un opus de 5 titres qui nous plonge en profondeur dans l'histoire et l'âme africaine. C'est un album engagé. Est-ce que tu te revendiques comme un artiste engagé, Daddy Maki? Alors, artiste engagé, c'est vrai que c'est un terme qui revient assez souvent, mais je sais pas trop ce que ça veut dire, parce qu'aujourd'hui, tout le monde te dit engagé. Ouais. En tout cas, je me définis comme étant un artiste qui est conscient des enjeux de ce monde Ouais. et qui essaie justement d'apporter son pierre à l'édifice en conscientisant les masses à travers cette musique que j'ai choisie, qui est le reggae. Alors, est-ce que ça te conviendrait mieux, griot des temps modernes? Ouais, je trouve que c'est plus... Passeur d'histoire et de mémoire. Passeur d'histoire, ouais, de mémoire surtout aussi. Ça te va mieux? Ça me va beaucoup mieux. Bon, maintenant, c'est comme ça que je vais t'appeler. Alors, tu es venu nous présenter ce projet. On va écouter dans un instant. On va voir le clip d'Ainankawili. C'est en Bambara, c'est ça? Ainankawili, c'est en Bambara. Ça veut dire levons-nous. Il est temps de se lever, en fait. C'est ta langue natale? Ouais, c'est ma langue maternelle. Je suis malien d'origine, Bambara. Ah, je pensais que tu étais originaire du Sénégal. Oui, Les deux? pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, Oui, le Sénégal et le l'Empire Mali, du Mali, voilà, c'est l'Empire du Mali. d'accord. Mais je pensais que tu étais vraiment originaire du Sénégal. Je suis né au Sénégal. D'accord. Ma mère, elle est malienne. Donc, mon grand-père est venu s'installer au Sénégal il y a très, très longtemps. Donc, je suis un peu des deux. Mon père est sénégalais, ma mère est malienne. Donc, je me revendique des deux pays. Et pour rendre à César ce qui appartient à César, cet album réalisé avec ton groupe de Fighting Roots, tu nous en parles rapidement avant de découvrir le clip? Ouais, les Fighting Roots, c'est un backing band qui est basé entre la France et la Suisse. Ouais. Donc, moi, je suis le chanteur du groupe. Donc, j'aime bien ce côté un peu éclectique qui fait que voilà, chacun vient de divers horizons et ensemble, on fait de la musique ensemble. Et la Suisse où tu vis, pourquoi le choix de la Suisse? Ah, c'est arrivé tout à fait par hasard. Hein. D'accord. Moi, j'ai vécu Pas pour à le Londres, chocolat ou le fromage? j'ai vécu en France, j'ai vécu en Angleterre, j'ai vécu Ouais. en Allemagne, et puis voilà, quoi, maintenant en Suisse. Donc, je vais là où me mènent mes projets, en fait. Très bien. On écoute tout de suite ce titre. On se retrouve dans un instant, Daddy Maki. Les matins d'Aïssa sur Espace. Un message fort, celui de Daddy Maki et son groupe de Fighting Roots. C'est sur son dernier projet, un EP de 5 titres intitulé Once Upon a Time in Africa. Alors pourquoi ce titre en anglais, Daddy Maki? Ouais, c'est vrai que moi j'ai la chance d'être polyglotte, pardon. Je Ouais. parle pas mal de langues. Je parle anglais, français, allemand, mandingue, bambara, wolof et tout. Et souvent quand on est sur des projets comme ça, c'est une question d'attractivité pour faire Pour donner mieux une faire passer portée le un peu internationale. internationale, exactement. Donc ce qui fait Once Upon a Time in Africa, c'est pas, même si on ne parle pas anglais, on a déjà entendu l'expression Once Upon a Time, il était une fois Ouais. en Afrique. Donc histoire de renouer, de reconnecter avec mes racines et puis de parler de ce continent qui m'a vu naître et qui m'est très cher en fait. Alors, Ainankawili, qu'on vient d'entendre, qu'on vient de voir également, tourné en décembre dernier au Sénégal. Sénégal, ouais. Pourquoi tu voulais tourner ce clip en terre africaine?
Je pense que c'est important. Je suis de là-bas, même si je n'y vis pas 24 heures sur 24. C'est chez moi, ce sont mes racines, c'est ma terre, c'est ma sève qui me nourrit. Donc, quand je fais un album qui est enregistré entre la France, l'Allemagne, la Suisse, donc l'idée c'était aussi de faire participer l'Afrique et puis d'aller tourner les clips à Dakar Alors, parce que ça faisait sens. justement, faire du sens à travers notamment ce message de la nécessité de se lever et de se battre pour une Afrique forte. Alors là, tu parles de réveil. On a l'impression quand même que ces dernières années, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué grâce notamment à l'hyperconnectivité sur le continent africain. Cette jeunesse également qui est connectée, qui est aujourd'hui consciente, qui s'organise, qui a envie que les choses changent. Ce réveil qui a déjà commencé, quel est le regard justement que tu portes sur cette jeunesse et notamment du côté du Sénégal dernièrement où on a vu aussi il y a quelques années, juste avant l'investiture du président Macky Sall, que les jeunes avaient aujourd'hui, ils ont leur mot à dire en fait sur l'avenir du continent. Exactement. C'est de ça que parle la chanson. Les jeunes ont compris. Ils ont compris que on peut pas être dans un continent qui a toutes les richesses possibles et puis se retrouver en fait sur le carreau. Ouais, L'idée, c'est vraiment de défendre ce que l'on a. On peut pas. On est arrivé à un stade où les Africains ont envie de revendiquer leur place dans ce monde. ouais. Mais je pense qu'il faut d'abord le revendiquer à domicile déjà, chez nous. Et c'est ce que cette jeunesse a compris à travers voilà, des manifestations. On a vu sur le plan politique comment à un moment donné, tout le peuple s'est levé, cette jeunesse s'est levée pour revendiquer ses droits et puis exiger pardon, des élections libres et transparentes pour qu'enfin que les Africains puissent aussi, je dirais, profiter de ce qu'on a. Ouais. On a du soleil, on a de l'or, on a du pétrole, on a du gaz, on a tout ça. Et ça ne profite pas aux populations, ça profite le plus souvent aux multinationales. Donc, d'où l'idée derrière ce Aylan Kabouli qui a été écrit, cette chanson a été écrite durant les manifestations de 2021, Ouais. où le peuple s'était levé pour dire, voilà, nous n'allons pas laisser voilà, la forfaiture se passer une fois de plus. Voilà, s'il faut prendre notre destin en main, voilà, on sera au rendez-vous. Et c'est ce qui s'est fait. Alors, on va continuer d'explorer les titres, notamment en racontant un petit peu les messages qui sont transmis. Nit Kougnioul, j'espère que je l'ai bien Nit Kougnioul, c'est ça, ouais. Nit Kougnioul. Ouais, tu as bien C'est bon, prononcé. j'ai l'accent Wolof, ça y est, c'est Tu bon. prends des cours de Wolof, voilà. Des enseignements tirés de l'histoire du peuple noir. Tu abordes notamment l'injustice. Parle-nous un petit peu du message qui passe à Voilà. travers ce Alors, morceau. Nit Kougnioul, c'est une chanson qui a été écrite en Colombie, justement, Ouais. dans la région de El Choco. J'étais parti là-bas pour un festival de cinéma Mhm. et je suis tombé sur un monsieur qui s'appelle Muntu Bantu, qui est un peu le gardien du temple. C'est quelqu'un qui de la mémoire. Et j'ai appris, en fait, que dans cette région où j'étais, qui était peuplée à 95% d'afro-descendants, que c'est les esclaves venus d'Afrique qui étaient un peu parqués là-bas dans cette région-là. Ouais. Et lui, il m'a fait visiter des plantations. Il m'a amené dans un endroit où littéralement les esclaves elle a été Ah. torturée et tout ça. Et Ouais. ça m'avait énormément touché. C'était la première fois que j'étais en contact avec le peuple afrodescendant colombien. Ouais. Et j'ai appris énormément de choses, quoi. Je me suis rendu compte de mon ignorance, moi qui suis un grand curieux. Et justement, j'ai vraiment compris la souffrance de ce peuple qui aujourd'hui encore est victime de discrimination au niveau de la Colombie. Et je voulais leur rendre hommage et puis rendre hommage à notre résilience aussi. Ouais. Parce que souvent, on est souvent assimilé à un peuple qui a vécu voilà, Les traumatismes. des traumatismes et tout ça, mais jamais on a célébré ce pouvoir, cette puissance, cette résilience, cette façon de dire malgré tout ce qui s'est passé, on a survécu, on est resté debout. Donc, Nit Kougnioul, gëmmal sa bopp, crois en toi, parce que tu as été le premier à être sur Terre, donc forcément, il y a quelque chose en toi qui fait que, voilà, il faut que tu crois en ta puissance. Alors justement, on voit le polyglotte à travers un autre titre, celui-ci en français, Un seul et même peuple, où tu parles d'union, de fraternité, de vision commune et de fierté également. Aussi, c'est important, parce qu'il faut qu'on retrouve tout cela. Si on veut vraiment transcender les barrières, transcender tout ce que ces frontières imaginaires qui ont été... c'est lors de c'est le Établi 15 par, novembre ouais. 1884 à la conférence de Berlin que tout ça s'est passé. On Ouais. a charcuté nos frontières. Du côté des deux rives, on trouve les mêmes peuples. Voilà, le Sénégal, le Mali, c'est la même chose. Aussi la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger. On retrouve des peuples un peu partout. On retrouve des Mandingues, on retrouve d'autres ethnies.
C'est pourquoi je dis, s'il n'y avait pas eu la colonisation aujourd'hui, on serait peut-être l'équivalent de la Chine ou à l'image des États-Unis. Donc, et il faut savoir dépasser cela. Les Sénégalais, que tu sois ivoirien, malien, guinéen, il y a quelque chose de fondamental qui nous lie. Voilà. Et ça, je pense qu'il faut que les jeunes générations, parce que je vois pas mal de clash sur les réseaux sociaux entre tel. Je dis, mais les gars, vous n'avez rien compris. Alors, on est tous pareils, on est un seul et même peuple. Alors ensuite, il y a Time for Revolution. Là, c'est encore le combat, peut-être pas le combat par les armes, mais le combat par la conscience. Par la conscience, toujours. La révolution, pour moi, elle doit pas forcément être sanglante. C'est une révolution d'abord qui doit se passer sur le plan mental. Oui. Comme disait Bob Marley, emancipate yourself from mental slavery. Une fois que on reprend en possession, on reprend notre combat d'abord pour notre identité, notre combat pour notre culture, mais aussi faire en sorte de pouvoir transmettre cela aussi aux générations actuelles. Oui. Parce que le revers de la médaille, c'est malgré aujourd'hui que les jeunes ont Google, d'un clic, ils ont accès au monde, mais j'ai comme l'impression qu'ils ont si peu de culture en même temps. Et c'est ça qui me fait peur, en fait. Voilà. D'où l'idée de toujours essayer de véhiculer des chansons à caractère éducatif pour faire de cette sorte que cette combler cette culture du vide. Du vide, c'est ça, se battre contre la culture du vide. Mais surtout, cet ancrage. Aujourd'hui, tout le monde rêve d'être... j'étais avec mon fils et je vois comment il était obsédé et omnibulé par le Japon, par les mangas, tout ça. C'est bien. Ma fille, c'est la même chose. Mais je me suis rendu compte que malgré tout le travail que je fais sur le plan littéraire, tous les trucs, je lui parle de Sundiata, je lui parle de tout ça, mais je vois qu'il y a un détachement par rapport à notre identité, à notre culture. C'est comme mais si ça nous échappait. Mais à quoi c'est dû, échappait. selon toi, justement? Mais parce que les autres ont réussi à embellir, ils ont réussi à montrer des choses que nous ne montrons pas. C'est aussi ça, parce que nous, moi j'ai grandi avec les films de Spike Lee, avec les films de Sam Ben Ousmane, avec Denzel Washington, où j'arrivais à me voir à l'écran, à me projeter et tout ça. Et c'était quelque chose de nouveau pour nous. Tu vois, nous, notre génération, on était quasi inexistants sur les écrans, encore une fois. Alors qu'eux, tout d'un coup, ils se sont retrouvés avec un surplis d'images, de sublimination venues d'ailleurs. Du coup, ils n'ont pas véritablement eu le temps de regarder ce qu'ils avaient chez eux. Et pourtant, tu nous dis que tu lui montres tout ça. Je le montre, mais c'est pas assez sublimé, en fait. Aujourd'hui, par exemple, je vais juste prendre l'exemple de Kirikou, par exemple. Donc, l'imaginaire ici en Occident de l'Afrique, c'est Kirikou. Alors que l'imaginaire du Japon, c'est Goldorak, voilà. Je ne sais pas si tu me comprends un tout petit peu. Voilà. C'est parce qu'on n'a pas assez sublimé notre passé, on n'a pas assez sublimé, on n'a pas eu des documents. Mais ça commence à changer quand même. Ça commence à changer petit à petit, mais sauf que voilà, il y a encore un fossé. Il y a un fossé, il y a un gap qui est là, et voilà, et les jeunes veulent tous aller au Japon. Mon fils, il me parle quasiment pas du Mali, quoi, alors que c'est à 1h30 d'avion, quoi. C'est pareil. Il me dit qu'il va aller à Tokyo. Je dis, mais c'est bien Tokyo, mais chez nous aussi, on a le Rokan-Foga, on a le Mali, la Guinée, c'est magnifique, la Côte d'Ivoire et tout. D'abord, chez nous, pour ensuite aller vers le monde. Alors, cette pochette, justement, où tu regardes droit devant vers l'avenir, j'ai l'impression que c'est le message que tu as voulu passer. Et puis, ces grandes figures qui sont intégrées dans cette belle carte de l'Afrique. Tu n'as même pas oublié Madagascar, parce qu'on a tendance à ça fait partie de l'Afrique. Un vrai panafricaniste, celui-là. Alors, on y voit Patrice Lumumba, Cheikh Anta Diop, Myriam Makeba, Nelson Mandela, Angela Davis, Thomas Sankara. Pourquoi avoir mis sur ta pochette ces grandes figures de nos histoires? En fait, moi, j'ai grandi avec ces figures-là, en fait. C'est ce que je connais, c'est ce qui m'a forgé, en fait. Et j'ai l'impression que plus les années avancent, plus on est dans un truc de plus entertainment. Les Africains veulent juste danser. Ça se comprend. Je pense que les gens, une fois arrivés, le soir, le week-end, les gens ont envie. Mais j'ai pas envie qu'on perde cela. J'ai pas envie qu'on oublie ces figures. J'ai comme l'impression, on est en train de se dire, ouais, tout ça c'est le passé. Maintenant, il y a la technologie, il y a les réseaux, il y a Instagram. Tout le monde veut être beau, tout le monde veut être élégant, tout le monde veut être populaire. Mais le socle, voilà, ce qui nous a permis d'en être où on est aujourd'hui,
il ne faut pas les oublier, quoi. C'est-à-dire que moi, j'aime bien cette phrase de Malcolm X qui dit que celui qui ne respecte pas le passé n'a pas droit au présent. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les Africains sont en train de gommer leur passé. On rêve de Gucci, on rêve je sais pas moi, de faire de Meta, de machin. Alors que on est un peuple différent. On vient de quelque part. Il y a des gens qui se sont sacrifiés, des gens qui sont morts, des gens qui sont battus pour que nous puissions aujourd'hui exister. Et le minimum qu'on puisse leur rendre comme service, même s'ils ils l'ont pas demandé, c'est quand même de faire en sorte qu'ils continuent d'exister à travers nous. Voilà. À travers cette vision qu'ils ont portée pour faire de l'Afrique ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle sera demain aussi. Alors justement, pour en revenir à ton histoire, est-ce que ce sont des histoires qu'on t'a racontées? Dans quel contexte tu as grandi? Tu m'as dit que tu étais né au Sénégal. Dans quel contexte tu as été éduqué? Est-ce qu'on t'a raconté ces histoires? Est-ce que tu as eu justement un lien familial fort? Dans quel contexte tu as grandi et comment on t'a élevé? En fait, ouais, moi j'ai grandi avec ma grand-mère qui m'a beaucoup parlé de l'histoire de l'Empire du Mali, l'Empire mandingue et tout ça. Et ça m'a forgé déjà. Le premier rapport voilà, c'est d'abord la grand-mère qui m'explique qui je suis, d'où je viens, qui sont mes ancêtres. Ouais. Et pourquoi est-ce que je peux aller à la conquête du monde si je suis ancré dans ma culture, dans mon identité. Et que ça, c'est un non négociable. Voilà. Une fois que j'ai acquis cela, la littérature a été importante. Le Ouais. cinéma aussi a été Ouais. important. Ouais. Cheikh Hamidou Kane, voilà, Kwame Nkrumah, Mandela, tous ces gens-là, Biko, voilà, Modibo Keïta. J'ai grandi dans un environnement où j'entendais ces noms, où Ouais. on me passait de temps en temps un article, on me disait, ah, quand je voyais une photo, je regardais, je disais, qui, ah, tu connais pas celui-là, ah, voilà, lui c'est Steve Biko, voilà. Et tu es allé à la recherche Voilà, et j'allais à d'informations. la recherche d'informations, mais surtout j'avais une documentation. C'était bien avant Google, bien avant Internet, j'avais les livres, j'avais des livres, et ces livres m'ont forgé. Je me rappelle le choc culturel, émotionnel que j'ai eu quand j'ai lu pour la première fois Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop. Ouais. Ça m'a forgé. Je me suis dit, mais parce que l'école ne m'apprenait pas cela. À l'école, on m'apprenait la Chine, l'Europe, la Première, la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, l'Angleterre ou je ne sais quoi d'autre. Et mon histoire était complètement occultée. Voilà. Et il y a eu aussi ce sentiment de frustration de dire que voilà, c'est comme si nous n'avions pas d'histoire en fait. Ouais. Voilà. C'est toujours les autres qui sont sublimés. Tout ce qui était bien venait d'ailleurs. Et nous, même, je me rappelle à l'époque, j'avais acheté un tissu Bogolan que j'avais mis. Et quand je suis arrivé, c'était une soirée, je suis arrivé, les gens ont éclaté de rire. On devait avoir quoi, 17, 18 ans. Mes potes, ils ont Ou éclaté de ici rire. en Europe? Non, au Sénégal. C'est encore plus grave, au Sénégal. Wow. Non, ici, on te dit, c'est génial, c'est beau, c'est quoi. Ouais. Ouais, et aujourd'hui encore, je le vois, quand je vois mes potes, je connais quand même pas mal de gens, je n'ai pas vu un seul qui va porter un truc authentique. Un tissu africain, un truc Bogolan, authentique. Ils vont te parler de costumes africains, mais ils vont jamais aller au-delà. Même nos bijoux, on n'en veut pas. Voilà, même nos Ouais, sacs. c'est marrant, hier je regardais une vidéo dans ce sens où c'était même un Européen, un blanc, qui disait ça justement, que à cause des écrans, en fait, la vidéo elle commence par un jeune enfant, tout jeune, hein, 7-8 ans, burkinabé, qui a son téléphone et qui regarde ce qui se passe aux États-Unis, des rappeurs avec les baggy et tout, et il dit justement l'Afrique est en train de se vider de son essence. Ouais, ça fait peur, justement. Ça fait peur. Moi, le baromètre, je vois mon propre fils, quoi, qui a 16 ans. Et voilà, j'essaie de discuter avec lui, j'essaie de lui parler un peu de ce qui nous lie et qui est fondamental, en fait. Parce que les gens, ils prennent ça comme comme de l'acquis, quoi. Et les acquis, il faut faire attention avec. Il faut les préserver. Il faut faire de sorte que les faire revivre. En anglais, il y a un mot, revival. C'est comme ici, ce qui s'est passé dans les années 30, dans les années 40. Les gens se sont dit, oh, c'est le passé. Et on se lève un bon matin, on voit que les mêmes choses sont en train de revenir, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici en Europe, avec la présence de l'extrême droite qui a été banalisée un peu partout et qui revient avec une force incroyable. Et les gens commencent à dire, ah, on a peur, on a peur. Oui, on a justement peur parce que le travail n'a pas été fait en amont. Voilà. Après, ce sont peut-être des cycles. Mais en fait, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as peur de l'IA? Comment? Est-ce que tu as peur de l'IA? Alors, peur de l'IA, je dirais oui, un tout petit peu quand même, parce que je vois qu'aujourd'hui, on va remplacer l'humain par, voilà, par l'intelligence artificielle. Si l'intelligence artificielle est un complément, quelque chose qui nous permet de peut-être
de gagner peut-être du temps ou de parfaire certaines choses, oui. Mais si c'est pour carrément pour gommer, par exemple, moi, je préfère te parler à toi en chair et en os plutôt que de parler à une machine. Voilà. Donc, si c'est pour changer les animateurs, changer les artistes, Ça a commencé déjà. ça fait peur. Si c'est pour que les autres ordinateurs écrivent des chansons ou pour que les gens fassent des voix, voilà, moi, je suis voilà, je suis encore de la vieille école. Donc, voilà, je suis assez partagé. Je comprends que pour certaines personnes, ça peut aider, mais ça ne doit pas enlever l'humain. Parce que pour moi, quelqu'un qui compose avec sa main, qui joue au piano avec sa main, il y a une touche émotionnelle, il y a une touche d'humanité. Il vient avec ses problèmes, avec ses défauts, avec ses qualités. Et pour moi, c'est ça qui, jusque-là, a produit les plus belles œuvres de l'humanité. Que ce soit en passant de Beethoven, on peut descendre à Marvin Gaye, Aretha Franklin. C'est des gens qui nous ont donné des chansons extraordinaires. Bob Marley, sans une once d'IA ou d'ordinateur. J'avais pensé à une phrase: science sans conscience n'est que N'est que ruine ruine de de l'âme. L'Alpha Blondy, c'est ça? Ouais, enfin, Alpha Blondy, Il a repris la emprunté phrase. deux. Ouais, mais c'est pas de lui. C'est une citation de, je sais plus. Mais... Alors, en tout cas, griot des temps modernes, passeur de mémoire, comme je disais, Ouais. D'où la nécessité pour toi de passer derrière la caméra. Tu nous racontes également cette casquette de Oui, réalisateur. ouais, c'est vrai. Moi, j'ai grandi aussi. Idem, j'ai grandi dans une période où vraiment où on était chanceux, où on avait des livres, où on avait de la documentation, où on avait des films, d'excellents films, hein, de Saint-Ben Ousmane, Djibril Diop Mambéty, Moussa Sen Absa, et puis voilà, le cinéma américain aussi, avec des gens comme Spike Lee, George Tillman Jr., John Singleton, Boys in the Hood. À l'époque, c'est la première fois qu'on voyait des gens qui nous ressemblaient un peu à l'écran. Et c'était une véritable révolution. Donc, moi, j'ai toujours rêvé d'être cinéaste, de faire des films. Et puis, donc, voilà, il y a 10 ans, j'ai monté ma boîte de prod. Et puis, j'ai sorti mon premier film documentaire sur Laba Sossé. C'est pas un hasard qu'il y a un artiste de musique afro-cubaine et tout. Et pourquoi tu as voulu raconter cette histoire? Son histoire à Laba Sossé. Toujours, Aïssa, c'est le vide. C'est le vide. Il y a un vide parce que les gens n'ont... La preuve, le film est sorti, ça m'a dépassé. Ça fait presque 7-8 ans où je n'ai pas refait de musique parce que je parcours le monde avec ce film. Donc, parce qu'il y a un vide, parce que Laba Sossé, on a fait comme s'il n'avait pas existé, en fait. Tout à l'heure, je parlais du Japon, le rapport à mon fils et tout ça, parce que ces histoires n'ont jamais été racontées. Les gens ont fait comme si Laba Sossé n'avait jamais existé. Parle-nous de lui en quelques mots. Alors, Laba Sossé, c'est l'un des premiers artistes de musique afro-cubaine du Sénégal. Il est né en Gambie, ouais. La Sénégambie et le Sénégal. Il a commencé sa carrière là-bas, ensuite il est venu s'installer au Sénégal et il explose. Il devient une star, quoi, mais d'abord dans toute l'Afrique. On est en 80, 70. Non, on est dans les années 60-70 d'abord. Soit, d'accord. 70, il va en 71-72, il va s'installer en Côte d'Ivoire. Ouais. Et là, son succès décuple. Ouais, c'était la période où c'était le carrefour de la musique à Abidjan. Voilà, à Abidjan et tout. Et après, voilà, on vient le chercher. C'est Roberto Torres et Monguito, qui à l'époque étaient le plus grand duo de musique afro-cubaine, le producteur Roberto Torres, le chanteur Monguito, qu'ils découvrent. Et ils sont subjugués, ils se disent c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils l'amènent avec eux à New York. Vous vous rendez compte? C'était avant les réseaux sociaux, on est au début des années 80. Ouais. Et le mec, il part à New York, il est disque d'or à New York. Il vend l'équivalent de presque 300 000 albums. Aujourd'hui, c'est l'équivalent de 3 millions de disques. C'est un Africain, c'est un Sénégambien. Il ne parlait même pas l'espagnol, il le gribouillait. Mais c'était un génie. Et voilà, c'est l'histoire. Pourquoi ne pas raconter l'histoire de ce Et comment elle a été accueillie, cette histoire, dans tous les festivals? Mais magnifique, on a remporté des prix. Là, dernièrement aux États-Unis, il a été diffusé un peu partout, au Festival du film de New York. J'étais en Californie, j'étais en Colombie, au Brésil. Voilà, j'ai fait une trentaine de pays, quoi. Et les gens ont découvert cette histoire. Les Américains, ils me disent, mais c'est pas possible. Est-ce que ce mec, il a vraiment existé? J'ai dit, et puis aujourd'hui, ils me parlent d'en faire une fiction. Oui. Ils me disent, il faut en faire une fiction. Le documentaire ne suffit pas. Et voilà. Ça ouvre le champ des possibles, en fait. Oui, ça ouvre le champ des possibles, mais surtout pour que nos générations puissent comprendre un peu qui étaient nos aînés. Comment est-ce qu'on vivait? Moi, j'ai jamais compris pourquoi je connaissais mieux Paris dans les années 70, New York dans les années 70, plutôt que Dakar dans les années 60-70. Je voulais savoir quel type de musique. Et, parce qu'on est toujours focalisé sur l'après-indépendance et qu'on a l'impression qu'on n'a jamais vécu. On n'a jamais vécu, c'est ça. Ouais. Et même ceux qui voient le film, ils sont très émus. Ils me disent, ouais, mais tu nous as fait une faveur extraordinaire. On a grandi avec ça.
Même si, bon, le côté négatif, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'archives, c'est très compliqué. Mais c'est vrai que les musiques cubaines, elles se sont déversées sur le continent ouais, africain nos et au parents, tu Sénégal. vas parler à tes parents, ils vont te dire oui, c'est ce qu'on écoutait. Mm. À l'époque, c'est ce que nos parents écoutaient. Eux, quand ils étaient jeunes, la première musique à laquelle ils ont vraiment eu accès, c'est la musique afro-cubaine. Et dans le film, on le dit, je découvre que c'est les GIs américains qui étaient venus avec des cassettes. Durant la Première Guerre mondiale. Ils étaient stationnés à Saint-Louis, du Sénégal. Ouais. Et c'est les premiers à être venus avec les rythmes afro-cubains. Ouais. Et quand les Sénégalais l'ont écouté, automatiquement, ils ont commencé à danser dessus. Et après, il y a eu des groupes, des musiciens qui se sont et les Cubains, les officiers cubains, les soldats cubains, ils étaient surpris. Ils disaient, mais c'est les mêmes phases qu'à Cuba, comment ça se fait? Ils se disent, ah oui, ça vient d'ici. Moi, j'arrive à Cuba, juste pour finir là-dessus. Je débarque à la Havane avec ma caméra, je suis excité, je dis, oui, je viens de découvrir la musique cubaine. Et je parle aux musiciens de rue, je parle à des gens, on me présente à des musiciens, je vais au musée, et les mecs me disent, mais depuis tout à l'heure, t'arrêtes pas de... Ils disent à mon traducteur, quoi, t'arrêtes pas de dire musique cubaine. Ils disent, ça s'appelle pas comme ça, afro-cubano. Ouais, et ils me disent, dans afro-cubano, il y a afro. Moi, je suis venu chercher l'origine de la musique cubaine, c'est juste pour te dire la démarche. Ouais, mais en fait, tu viens de là-bas, en fait. Ouais, les mecs, ils me disent, mais non, c'est chez vous, là-bas. Enfin, c'est en Afrique. Tout vient de là-bas. C'est le batuka, c'est le bogarabou, c'est le djambadong, c'est le seuruba. C'est tous ces rythmes-là. C'est rythmes mandingues, c'est rythmes venus de l'Angola, un peu potan, bantou. C'est tout ça qu'on a mélangé. Et c'est ça qui donne aujourd'hui cette musique afro-cubaine. Ils me disent, non, on peut te donner aucune information. Tout est là-bas chez toi. Donc là, t'as acheté un billet, t'as gâté ton argent, mais c'était bien de découvrir Cuba. Non, mais parce qu'en fait, oui, parce qu'en fait, c'est un territoire, en tout cas, Cuba, une région, en tout cas, qui a apporté beaucoup d'essence à cette musique, et d'où l'importance différente, parce qu'il y a de grands musiciens qui sont nés, qui ont fait évoluer la musique. Grâce à l'Afrique, en fait. Grâce à l'Afrique. Grâce à l'Afrique. Comme tous les rythmes du monde. Comme tous les rythmes du monde. N'est-ce pas? On va écouter un de tes titres en live, Nouma Trouf. Oui, Nouma Trouf, c'est une salle qui est à... en Allemagne ou... Colmar. Ouais. Et c'est... À Colmar. Ouais, à Colmar. Et c'est là où on a joué, c'était super avec Yanous Odoa et tout. Ça nous fait une petite pause avant de se retrouver pour conclure l'émission. Yes, avec plaisir. Les matins d'Aïssa sur Espace. Transporter en ce début de semaine, ça fait du bien. On a l'impression d'être dans une salle de concert. Tu comprendras l'amatrice reggae que je suis en concert avec Yanis Odoa. C'est magnifique, c'est formidable. Tu es aussi un amoureux de la scène, ça se sent quand on te voit. Ah oui. Moi, je suis plus un artiste live. Je préfère le live plutôt que le studio, ouais. C'est la scène, ouais. Oh, le reggae, c'est la scène, hein, c'est du live. Le reggae, c'est une musique de live. Ça s'écoute, mais ça se regarde encore plus. Pourquoi le choix du reggae? Ouais, c'est ce que je dis. J'ai grandi à une période où voilà, c'est la musique qui était accessible. J'avais mon oncle qui avait des disques 33 tours de Burning Spear, de Bob Marley, Gregory Isaac. Dès les premières notes, je ne sais pas, cette musique m'a parlé. C'était un appel et depuis, j'ai jamais cessé de faire cette musique, de la consommer. Elle me parle, elle me porte, elle me berce, elle me solidifie. Elle m'a accompagné dans les moments de joie comme des moments de peine. C'est plus que de la musique, en fait. C'est tout ce qui entoure cette philosophie, cette manière de vivre. Ce I and I, Rastafari, guide and protect I and I. Moi, un jour, il y a une personne, je ne sais plus qui m'a dit que le reggae, en fait, transmettait cette émotion, puisqu'en fait, au niveau des BPM, c'était ceux qui se rapprochaient les plus des battements du cœur. Ouais. Des battements du cœur, oui. Ça te parle ou pas? Oui, ça me parle, parce que ouais, c'est ce que disait Bob Marley, c'est ce que dit Burning Spear, dit que ça a été inspiré des battements du cœur. C'est pourquoi ce one drop, comme on dit, ça te porte. Voilà, c'est comme si ça nous influe, ça insuffle de la vie. Ça touche notre cœur, en fait. Ça touche notre cœur, ouais, c'est ça. C'est fou, hein. Il y a une émotion particulière, ça n'existe pas dans les autres musiques. Et c'est peut-être de l'ordre du divin, pour pas... Mais en tout cas, c'est fort. You know. Et un autre constat que je fais, je ne sais pas si tu fais le même, c'est que notamment au Sénégal, il y a beaucoup d'artistes de reggae, mais qui n'arrivent pas à dépasser les frontières du pays au niveau de... on en parlait. À quoi c'est dû? Excellente question. On en parlait justement hier parce que Tikenja était en concert à Dakar hier. Ouais. Il était à Dakar. Oui, il était à Dakar, c'était le 11 mai. Le Sénégal, et c'est très sénégalais en fait. C'est que
le Sénégal aussi, c'est un pays, disons, un peu conservateur, ou même très conservateur sur certains bords. Et le reggae n'a jamais véritablement accroché avec, en tout cas, avec les décideurs, en tout cas, avec les chaînes de radio, les patrons de presse, avec c'est une musique qui est mal vue, en fait. Qui est mal vue. Moi, je me rappelle, même mon père, il voulait pas qu'on regarde Bob Marley. Ouais, c'est ça. Même chez moi, idem, voilà, c'est lié à la drogue, c'est des bandits, c'est des... À la spiritualité aussi, peut-être. Pas trop le côté spirituel qui les dérange. En fait, je pense que voilà, ça, c'est un problème très sénégalais. Pour ça, il y a les Baïfal au Sénégal. Oui, il y a les Baïfal, mais est-ce que les Baïfal sont aussi bien vus que ça aussi? Non. Voilà. Donc, je pense qu'ils se sentent agressés quand ils nous voient avec nos cheveux. Mais c'est une part aussi de l'aliénation culturelle aussi, qui fait que aujourd'hui, si vous mettez le fameux kéfi et que vous habillez avec un turban comme un Afghan, ça passe mieux que si vous avez des dreadlocks, si vous êtes en costard cravate. Mais tout ça, c'est une entreprise qui date qui vient de loin et qui a fait qu'avec les pénétrations arabo-musulmanes, occidentales, les gens se sentent plus, ils ont plus de liens d'apparenté avec l'Occident, le monde arabe, plutôt qu'avec les Jamaïcains aussi. Ça aussi, c'est une part de notre aliénation qui fait que cette musique a du mal à s'imposer au Sénégal, mais il y a d'excellents artistes reggae qui, comme tu dis, souvent ont un peu du mal à décoller. Mais le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée, ils n'ont pas ce problème-là. Donc c'est plus nous au Sénégal. Donc, ça dit peut-être quelque chose de nous. Bon, ok. Tu m'apportes en tout cas personnellement, et je pense aux personnes qui nous écoutent, quelques pistes de réponse qui sera important de fouiller. Dadi Maki est de passage à Paris, un artiste reggae originaire du Sénégal et du Mali également, oui. Depuis plus de 20 ans, donc il s'est produit dans de nombreux festivals. Son dernier projet, Once Upon a Time in Africa, est à télécharger sur toutes les bonnes plateformes. N'hésitez pas, il y a une tournée également. Tu nous en dis un petit peu plus, où est-ce qu'on peut télécharger le EP si on veut en savoir un peu plus, et où est-ce qu'on vous voit sur scène? Alors là, on va jouer un festival, Festival à Strasbourg le 7 juin, 7 et 8 juin, donc ensuite on sera le 29 mai d'abord avec Alborosi à Odencourt au Moloko. Oui. Et puis, il y a d'autres, j'en oublie forcément. Et à Paris, c'est quand bientôt peut-être? Au mois d'octobre. Ouais, on est en train de préparer ça justement. C'est pour ça que je suis là. Que je serai invité. Ah oui, bien sûr. Tu seras non seulement invité, mais tu vas nous introduire sur scène. Ah bon? On va faire la MC, oui. On va profiter de ta voix d'animatrice là. C'est spécial. Comment tu as envie de conclure? Qu'est-ce que tu as envie de dire pour terminer aux auditeurs d'Espace TV? D'abord, je te remercie. C'est un plaisir. Je vois que tu as hyper bien bossé tes notes et tout. Les questions étaient pertinentes. C'est normal. Ouais, et puis, voilà, merci pour tout ce que tu fais. Moi, je te suis à travers les réseaux depuis quand même assez longtemps. Et je vois que tu pousses les gens de la diaspora, tu pousses les afros. Tu fais de telle sorte que les artistes aient une vraie visibilité. Et ça n'a pas de prix, parce que quand on sait d'où l'on vient et comment c'est difficile de se faire voir aujourd'hui dans ce monde-là, même si c'est hyper connecté. Donc voilà, on te rend hommage aussi, on te dit big up à toi, et puis enough respect. Et puis voilà, à bientôt sur scène. À bientôt. Et on retrouve donc Dadi Maki sur les réseaux. Vous pouvez télécharger sur les plateformes son EP. Allez, on lui donne de la force. Et bientôt sur scène, on aura l'occasion de relayer les prochaines dates, notamment à Paris lorsque tu seras de retour. En tout cas, on te souhaite bon vent. Et on salue tous les membres du groupe. Merci beaucoup d'avoir fait le détour. Espace TV Europe, le lien de la diaspora est désormais disponible chez différents opérateurs sur Free 440, Orange 589, Bouygues 721. On a bien avancé ce matin. Merci aux équipes techniques qui travaillaient de chez elles, notamment. François, Maxime, merci beaucoup pour tout. Et à l'équipe d'Adafo du côté de la Guinée, Bangoura, Cabinet et le boss Lamine Guérassi, notamment. On se retrouve dans un instant pour la dernière ligne droite des matins d'Aïssa. Une nouvelle ère s'ouvre sur Espace TV Europe. Préparez-vous à réveiller vos matins avec énergie, bonne humeur et authenticité. Aïssa Thiam, l'animatrice de renom, rejoint la grande famille Espace TV Europe. Retrouvez-la chaque matin pour une matinale exceptionnelle. Infos, débats, invités, musique et surprises au rendez-vous.